Azimut vous présente le Café de la Marine. Le salon du bateau d'occasion Le 1000 Sabords au Crouesty vous présente le Café de la Marine. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Depuis la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient, où 12 des 33 skippers engagés dans le Vendée Globe ont minutieusement préparé leur tour du monde. Et alors que le départ approche à grands pas, nous recevons ce soir le tout dernier vainqueur de la dernière édition. Il a 43 ans, il est originaire de la baie de Morlaix. Il s'est constitué l'un des plus beaux palmarès de la voile française. Talentueux, persévérant et têtu comme un breton, il est entré cet été dans le cercle restreint des triples vainqueurs de la solitaire du Figaro. Une parenthèse réussie avant de retrouver l'ultime à la barre d'un trimaran de 32 mètres de long, Banque Populaire 11, qui sera mis à l'eau l'été prochain à Lorient. Armelle Lecléache est avec nous. On l'accueille. Bienvenue Armelle. Bienvenue. Alors Armelle, nous sommes à quelques jours du départ maintenant du Vendée Globe. Tu as gagné, on le disait, à la toute dernière édition. Un départ qui sera donné le 8 novembre. Tu étais au Sables d'Olonne le week-end dernier, dans un contexte forcément particulier lié au Covid. Mais pour la première fois, tu y étais, depuis longtemps en tout cas, tu y étais en tant que spectateur, sans pression. C'était comment ? Oui, effectivement, c'était la première fois que j'allais au Sables d'Olonne sans être concurrent, parce que les éditions précédentes, je n'étais pas allé au Sables d'Olonne, j'avais suivi ça depuis chez moi, donc ça permet de voir un petit peu de l'extérieur l'envers du décor un petit peu. C'est différent, c'est vrai qu'il n'y a pas la même pression. C'était beaucoup de plaisir, surtout de naviguer une dernière fois avec Clarisse et toute l'équipe, et puis de remonter. On voyage pour ramener le bateau Banque Populaire 10, et puis de voir un petit peu l'ambiance, même si c'est vrai que c'était un peu particulier cette année avec les restrictions sanitaires. Mais c'est toujours des bons souvenirs de revenir au Sables d'Olonne. Moi, j'ai des belles émotions vécues là-bas. Et non, c'était très sympa. Et sollicité, j'imagine, par le public, par les médias. Oui, il y avait pas mal de sollicitations. C'est vrai que le public, même s'il était moins présent, était là déjà dès l'ouverture du village. Et puis les médias, bien sûr, qui ont lancé le compte à rebours. On est à quelques maintenant jours du grand départ. Ça fait pour certains plusieurs années qu'ils préparent ce tour du monde. Donc on sent que ça va monter crescendo. Je pense que là, dans les jours à venir, ils vont être un peu plus tranquilles parce qu'ils vont être confinés chez eux. Mais derrière, ça va être les derniers jours à terre, et puis le grand départ que tout le monde attend, parce qu'on va suivre ça, et moi le premier, avec beaucoup d'attention. Alors on va évidemment parler du Vendée Globe. On a très envie d'avoir ton regard sur les forces en présence notamment. Avant cela, on va revenir sur ton actualité de la fin d'été. Tu es entré fin septembre dans le cercle très fermé des triples vainqueurs de la solitaire du Figaro. Qu'est-ce que cette troisième étoile représente ? C'était un objectif que je m'étais donné avec le team Banque Populaire. C'est vrai qu'après l'accident de la route du Rhum, on a vite remis en place un programme. Moi, j'avais l'ambition de revenir sur le circuit Figaro pour rester affûté sportivement. Donc je m'étais donné deux participations, 2 saisons pour essayer de performer et d'accrocher de nouveau une belle victoire sur ce circuit. Avec le nouveau bateau, le Figaro, avec le Figaro 3. Donc l'année dernière, j'avais terminé 10e. Il y avait eu un super plateau, une super course. Et puis cette année, je revenais vraiment avec une grosse ambition. Je m'étais bien préparé cet hiver. Alors c'est vrai qu'il y a le regret de ne pas avoir pu participer à la Transat G2R qui ne s'est pas couru à cause du confinement. Mais derrière, j'avais vraiment envie de faire ça bien, de donner tous les arguments possibles pour être le mieux préparé. Et puis la course s'est passée de façon extraordinaire, avec des rebondissements. Et puis, Alors Armelle, tu t'étais déjà imposé en 2003 et en 2010. Ce troisième succès, justement, tu dis qu'il y a eu des rebondissements, a peut-être été le plus difficile à décrocher. Mais tu as vraiment navigué de manière très offensive, en n'hésitant jamais à pousser tes options très loin et puis à te démarquer de la flotte. On avait vraiment le sentiment que jouer placé, c'était pas le plan cette année, c'était la gagne qui importait, un point c'est tout.
Bah oui, c'est vrai que peut-être par rapport à certains, j'avais moins cette pression de faire un bon résultat. J'étais venu pour gagner, c'était vraiment l'objectif. Donc j'ai joué à ma façon un petit peu. C'est vrai que j'ai été à la fois opportuniste, mais aussi confiant dans mes choix. C'est vrai que peut-être mon expérience m'aide aussi à prendre un peu de recul par rapport à savoir sortir un peu de s'extraire de la flotte et savoir tenter des options quand quand je pense qu'elles sont bonnes. Donc, ce qui m'a permis notamment sur la deuxième étape de creuser une belle avance et d'avoir cette belle victoire à Dunkerque. Et puis, ça a été un peu plus compliqué sur la troisième et la première. Il y avait un peu d'aléatoire sur le début de course. Ça s'est bien terminé pour moi en arrivant au Fastnet. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, j'ai peut-être mis un peu la pression sur certains, en tout cas de montrer que j'étais présent. Tu as navigué en patron et en fait, comme tu dis, la troisième, par contre, peut-être la plus foireuse ou l'étape de folie dans toute ta 12 participations, une quarantaine d'étapes, peut-être Oui, une peut-être des plus compliquées. Après, c'est vrai, des étapes entre guillemets foireuses, et on en a eu. On en discutait avec Yann Eliès. C'est vrai que celle-ci était assez folle. Quand on regardait la carto, une heure après, ça rendait fou, même à terre, de regarder les changements. Oui, alors c'est vrai que je pense que l'arrivée du Figaro 3 aussi a fait évoluer la stratégie et la physionomie d'une étape. Ces bateaux ont la capacité très vite d'accélérer en tirant un peu la barre. On a des Gennaker, on a des foils. Donc finalement, les écarts qui pourraient paraître rédhibitoires avec le Figaro 2 aujourd'hui peuvent se réduire très vite. Peut revenir, ouais. Donc d'avoir par moment peut-être 5 ou 10 000 de retard, finalement, c'est pas course perdue, loin de là. Donc pour ceux qui ont suivi à terre, effectivement, la troisième étape, ça devait être assez fou. Et nous, sur l'eau, c'était le cas. Et c'est vrai que jusqu'à l'arrivée, on a eu quand même une grosse transition devant en arrivant à Belle-Île, où finalement, toutes les cartes ont été redistribuées. Et il fallait garder de l'énergie et de la patience pour aller jusqu'au bout de cette troisième étape. Et des nerfs solides, exactement. S'il fallait donner juste en 2 mots la plus belle de tes 3 victoires, on rappelle 2003, 2010, 2020. Oui, alors on m'a posé la question, effectivement. Je crois que 2010 c'était sûrement la plus belle parce qu'elle était vraiment aboutie de A à Z. J'avais le sentiment d'avoir dominé la course du début à la fin avec quasiment une copie parfaite, 3 victoires sur 4. Après les trois sont belles parce que elles se sont fait un peu dans le temps. Moi j'ai gagné en 2003, 2010, 2020, donc j'ai su revenir sur le circuit, même en ayant pris par moments des mauvais résultats, savoir aussi apprendre de ses échecs pour progresser, parce que c'est aussi pour ça que je suis revenu sur le circuit, c'était aussi pour me remettre un peu à niveau, pour aussi apprendre de cette nouvelle génération qui arrive. C'est toujours enrichissant quand on est sur des gros bateaux, on est toujours un peu focus sur ces grosses machines et on oublie un peu finalement le contact et la régate. Et c'est aussi ça qui m'a servi cette année. Alors Armel, tu l'as dit tout à l'heure, le compte à rebours s'accélère pour le départ du Vendée Globe le 8 novembre prochain, avec en fait un superbe plateau, 33 bateaux au départ. Qu'en penses-tu ? Ah bah oui, c'est sûr que ça fait rêver ce plateau. Quand on voit la photo des bateaux au ponton et de celle il y a 4 ans, on a clairement une vraie évolution. On a l'impression que les ailes ont poussé sur les foilers. Donc c'est ça pour moi la grosse différence. Et c'est vrai que ce sont des bateaux qui vont être très très performants, très rapides et sûrement très difficiles à mener. Donc 33 bateaux au départ, on a 16 bisous sur ces... Oui, 16 bisous. C'est pas mal quand même. Ouais, ça montre aussi justement l'envie de tous les marins de participer à cette course. En tout cas, de beaucoup de marins ont cette ambition-là. Et puis, comme chaque année, on a des concurrents qui viennent pour la gagne. Ensuite, certains qui viennent pour essayer de faire un bon résultat, mais aussi de finir le Vendée Globe. Et puis, certains qui viennent surtout pour l'aventure avant tout. Tu l'as dit, justement, les IMOCA ont énormément évolué. Il y a 4 ans, en fait, c'était un banc d'essai pour les foils qui avaient été utilisés avec parcimonie, si on peut dire. Et aujourd'hui, là, il y a 19 foilers avec beaucoup de nouveaux protos très intéressants. Est-ce qu'un bateau a ta préférence ? Oui, alors après, c'est vrai qu'il y a des bateaux qui ont beaucoup navigué, ont plus navigué que d'autres sur ces bateaux récents. C'est vrai que le bateau de Jérémy Bayou Charal est un bateau, je pense, très au point. En plus, Jérémy, c'est un copain d'enfance. On a beaucoup appris. C'est un coup de cœur aussi, un copain de... Et puis, je crois qu'il a très envie de gagner ce Vendée Globe. Donc, s'il fallait en choisir un, je dirais Jérémy. Et puis après, c'est vrai qu'on a quand même de grands prétendants à la victoire. Jérémy ne sera pas le seul. Il y a Alex Thompson, bien sûr, qui revient. Qui t'avait mené la vie dure il y a 4 ans. Qui avait mené la vie dure, qui est un peu l'inconnu parce qu'il a été finalement très peu présent sur les courses pour diverses raisons. Donc,
Il va sûrement surprendre encore tout le monde. Et puis Charlie Dalin qui a un très beau bateau, bien préparé avec toute une équipe performante derrière, hein, le team de François Gabard. Je pense que ça a sûrement aidé à préparer son premier Vendée Globe. Et puis derrière, on aura plein d'autres bateaux. Je pense à Thomas Ruyant aussi qui est très en forme. Donc pour moi, ce sont les quatre qui sont les quatre, mais tu as forcément aussi, Virginie vient de le dire, des favoris de cœur. Il y a aussi ton copain de la baie de Morlaix, Nicolas Troussel, qui s'élance avec quand même un beau projet. Complètement. Nicolas, moi je le mets sur mon podium. Alors c'est vrai que c'est un peu un outsider avec une cote assez élevée, mais je connais très bien Nicolas. Il a fait un bateau à son niveau, à sa mesure, et puis il a beaucoup étudié le circuit IMOCA depuis des années. C'est vrai qu'il n'avait pas eu la chance, comme moi et Jérémy, de participer au dernier Vendée Globe. C'était quelque chose qu'il avait vraiment envie de faire depuis longtemps. Donc cette année, il sera au départ avec un bateau neuf, effectivement tardivement mis à l'eau, mais il a su bien s'entourer aussi de gens performants comme Sébastien Josse ou Thomas Roussel ou Nicolas Lunven. Donc je pense que ils ont su rattraper un peu leur retard et donc à surveiller. À surveiller de très près, oui. Alors lorsqu'on te demande si tu songes à y retourner, tu dis que la page est tournée, que tu as d'autres projets plus forts encore qui t'attendent. Est-ce qu'il y aura un petit pincement quand même à voir les copains partir là ? Oui, alors c'est sûr qu'il y aura toujours de l'émotion. Moi, c'est vrai que je vais suivre le départ en plus sur l'eau, donc ce sera la première fois pour moi depuis maintenant les 3 dernières éditions de voir un petit peu ce que vivent finalement les gens qui restent à terre. Donc oui, il y aura l'émotion de partir, de voir les concurrents partir, les amis partir, et puis après on va les suivre intensément pendant ces 3 mois. Je crois que finalement la course, l'histoire du Vendée Globe pour moi, elle va se terminer à l'arrivée du premier. Parce qu'aujourd'hui, je suis encore celui qui détient le titre, celui qui a le record. Mais il y a des chances que 74 jours, 3 heures. Voilà, il y a des chances que les deux soient. Enfin, bien sûr qu'il y en a un qui gagne, bien sûr, ça c'est sûr. Mais que le record soit battu, ça c'est quasiment. Une probabilité en tout cas. Une grosse force probabilité, oui. Alors là, on ne parle pas de record, mais dans cette édition, il y a aussi un bateau sous le pavillon de Banque Populaire qui est mené par une jeune femme pétillante, talentueuse, volontaire, Clarisse Kremer, que tu as accompagnée dans sa préparation. On lui a demandé si elle était prête. Voici sa réponse. Ouais, il y a toujours le truc qu'on aurait aimé en faire 200 000 fois plus, naviguer plus, apprendre plus de choses, parce que la préparation était quand même assez courte et donc j'aurais aimé faire plus et en même temps, dans le temps qui m'était imparti, je pouvais pas faire beaucoup plus, même si on peut toujours améliorer les choses. Donc d'une certaine façon, je me dis les dés sont jetés. Maintenant, il va falloir que je fasse avec le bagage que j'ai et me contenter de tout ce que j'ai appris, faire avec ça. Donc j'essaye de me satisfaire de ma préparation. Armelle, tu l'as accompagnée dans sa préparation, tu l'as initiée au secret du 60 pieds, tu as disputé la Transat Jacques Vabre avec elle. Ton regard sur sa progression? Oui, Clarisse, elle a progressé très rapidement. C'est vrai qu'on a commencé ensemble au mois de juillet l'année dernière, juste après la solitaire. Elle connaissait quasiment rien au bateau IMOCA, donc tout très vite, il a fallu lui montrer le fonctionnement. On a participé à la course du Fastnet, je crois, une semaine après. Donc au départ, elle subissait beaucoup, subissait plus que d'être acteur. Et puis ensuite, la Transat Jacques Vabre est arrivée. Derrière, on s'est beaucoup entraîné. Et puis la course s'est très bien déroulée pour nous. On a fait une belle participation et une 6e place à l'arrivée. Et puis moi, mon objectif, c'était vraiment quel est le mode de fonctionnement du bateau, qu'elle connaisse le mode d'emploi, quelle est la capacité de pouvoir le mener en solitaire. Et je pense qu'à l'arrivée de la Jacques Vabre, elle avait réussi ce premier pari. Elle a ramené le bateau après en solitaire jusqu'en Bretagne, donc ça a été pour elle aussi un premier vrai challenge. Et cette année, elle s'est entraînée à Lorient avec l'équipe. Alors c'est vrai que le programme a été un peu différent. Il devait y avoir 2 transats en course qui ont été modifiés. Défaut, ouais. Donc il y a eu l'Arctique, Vendée Arctique. Oui, où elle a bien marché. Où elle a plutôt aussi. bien marché. Donc elle a bien progressé encore cette année. Moi, j'ai pas navigué avec elle parce que j'étais sur le circuit Figaro. Mais je l'ai vue là quelques heures sur ce convoyage vers les sables et voilà, tu la sens prête. Je la sens prête. Effectivement, elle est confiante sur son bateau. Maintenant, elle vise pas bien sûr la gagne. Elle est là pour finir son Vendée Globe, pour apprendre encore beaucoup de choses sur ce bateau-là, sur ce tour du monde, son premier tour du monde. Donc on va tous être derrière elle avec toute l'équipe. Et puis j'espère qu'elle arrivera au bout. Ce sera sa victoire à elle. Et tu disais justement ta volonté de lui livrer un mode d'emploi du bateau. On lui a demandé ce que tu lui avais apporté dans cette transmission. Voici ce qu'elle a répondu. Moi, il m'a clairement délivré un mode d'emploi de mon bateau. Il m'a appris tout un tas de trucs. Il m'a montré l'exemple en fait sur ce bateau.
Donc j'ai retenu beaucoup de choses. Il m'a servi de tremplin, d'accélérateur, d'apprentissage au début de mon projet. Et je pense un petit peu moins dans l'émotion que moi. Donc il y a peut-être des choses sur lesquelles c'était pas naturel pour lui de partager sur justement par exemple cette gestion mentale et psychologique. Après on peut lire entre les lignes et comprendre un peu par quelles émotions il est passé. Et donc forcément tout récit fait grandir dans son approche du Vendée Globe. Et voilà, j'ai grappillé plein d'infos comme ça. Alors elle dit, Clarisse, beaucoup plus dans l'émotion que toi. Elle le dit clairement, ça a été très pratico-pratique, tu as été efficace, tu lui as donné toutes les clés pour pouvoir utiliser ce bateau. Par contre, elle dit être plus dans l'émotion. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut la desservir sur un Vendée Globe? Est-ce qu'en gros, il faut apprendre à se durcir? Je sais pas, je pense qu'on est tous différents et on a tous une approche qui sera sûrement différente aussi pour elle sur ce Vendée Globe. Moi, effectivement, j'ai essayé de ne pas être trop gentil, entre guillemets, sur ce bateau, parce que c'est des bateaux qui sont difficiles, il faut être rigoureux, il faut anticiper. Donc, je voulais vraiment lui montrer ma manière d'aborder les manœuvres, d'aborder justement la gestion de ce type de bateau. Donc, c'est vrai que avant l'émotion, il y avait d'abord la technique, il y avait d'être rigoureux, de savoir bien anticiper les choses. Donc je pense que ça a été quelque chose qui était important, qu'elle puisse utiliser ça sur son Vendée Globe. Après, je pense qu'elle va le vivre avec beaucoup d'émotion, elle va partager ça avec beaucoup de gens qui vont suivre sa course. Et puis elle a un mental de dingue et je pense que voilà, elle ira au bout si elle n'a pas de gros problèmes techniques. Ça, c'est une des forces qu'on a avec l'équipe, c'est que je pense que le bateau aujourd'hui est un bateau bien fiabilisé, qui a été éprouvé. Donc elle a tout pour réussir. Maintenant, ce sera à elle de découvrir les mers du Sud, ce sera à elle de découvrir ce que c'est une course qui va durer plus de 80 jours pour elle. Donc on va. Sa plus grande crainte, suivre. Quand elle disait savoir comment elle va réagir à être seule aussi longtemps en mer. Ouais. Voilà. Alors Clarisse et les 32 skippers engagés, ils préparent ce départ dans un contexte très particulier en raison de la Covid-19. Ils vont être soumis à un confinement très strict, des tests pour pouvoir partir. Pas évident, même si Clarisse préfère voir le verre à moitié plein. Il y a un côté un peu triste que le côté festif soit un petit peu abîmé, c'est pas aussi sympa que d'habitude. D'habitude, c'est un peu une fête de la voile, un départ du Vendée Globe. On sait que tous les Sables d'Olonne vivent autour de ça. Et en même temps, en tant que skipper, il y a une partie qui n'est pas complètement négative, où on peut être un peu plus concentré sur sa course, sur sa préparation, on est un petit peu moins sollicité. Donc voilà, il n'y a pas que du négatif et on essaie justement de se rattacher à ce côté positif où peut-être que psychologiquement on va dépenser moins d'énergie dans les quelques jours notamment. Armelle, tu as connu les éditions festives. Qu'est-ce que tu penses de ce contexte très particulier ? Oui, alors c'est vrai que pour les gens qui ont eu l'habitude de vivre un départ du Vendée Globe, les dernières éditions, c'est vrai que c'est un peu différent. Hein. Clairement, moi j'y étais ce week-end. Le public est bien sûr moins présent pour des raisons qui sont obligatoires. Donc, beaucoup de files d'attente. Donc il y a des files d'attente, il y a un nombre limité de personnes sur les pontons, sur le village. Et le jour du départ, il n'y aura pas cette émotion dans le chenal, même si les marins seront bien sûr stressés, tendus avant de partir faire un tour du monde, mais ce sera différent. Donc après, est-ce que c'est moins bien ? Je ne sais pas. En tout cas, la course, ce qui est formidable, c'est que déjà la course ait lieu, parce que c'est vrai que il y a encore quelques mois, je pense que beaucoup se posaient la question, est-ce qu'elle allait être reportée, comme de grands événements sportifs ont été reportés cette année. Je pense que les organisateurs ont beaucoup travaillé pour qu'elle ait lieu. Ça va faire du bien aussi à tous les gens qui vont rester à terre de vivre virtuellement une aventure, de suivre tous ces marins. Ça va... Voilà, on a besoin de rêver en ce moment, on a besoin de s'évader. Dans cette actualité compliquée, difficile et douloureuse, je pense qu'on a besoin de rêver, on a besoin de voyager et les 33 marins qui seront au départ le 8 novembre seront là pour ça. Voilà, et puis c'est un petit avantage, au moins ils seront dans leur bulle pour les derniers jours, même si toi tu le soulignais aussi, ils seront un peu coupés de leur bateau et de leur équipe. Oui, c'est vrai que parce que je discutais avec certains marins, ce qui va être un peu compliqué pour eux, c'est qu'ils aiment bien, souvent, on aime bien aller sur le bateau 2, 3, 4 jours avant le départ pour ranger nos petites affaires, mettre nos vêtements en place, une dernière fois, vérifier que tout est clair. Là, ce sera plus compliqué parce que l'accès au ponton sera bien sûr pour eux très très limité, voire même impossible. Il faudra rester confiné jusqu'au dimanche matin, donc il faudra s'organiser pour ça. Alors, on va également parler d'Ultime, puisque ton avenir s'inscrit sur ces multicoques géants dotés de foils. Tu le disais tout à l'heure, ton aventure Ultime s'est arrêtée
temporairement en tout cas, suite à l'accident sur la route du Rhum, où tu avais perdu, il y avait la casse de ton bras avant avec un choc avec un ovni qui avait entraîné la perte de ton trimaran. Est-ce qu'il t'arrive de te refaire un peu le film de ce moment qui a été très difficile, où tu t'es fait peur? Le film, oui, je l'ai refait plusieurs fois. C'est vrai qu'on a beaucoup analysé ce qui s'est passé avec l'équipe pour aussi comprendre pourquoi le bateau avait cassé. Donc aujourd'hui, c'est une parenthèse qui s'est refermée d'un point de vue émotionnel, parce que c'est vrai que moi j'ai eu des minutes très très difficiles, très compliquées. On est en train de construire un nouveau bateau, le Banque Populaire 11. C'est vrai que là, c'était une construction qui est longue, qui a commencé il y a plus d'1 an. On sera à l'eau dans quelques mois, normalement au printemps, au mois d'avril prévu ici à Lorient. Donc je pense qu'il y aura aussi une phase de réadaptation, de retrouver les sensations, les habitudes, et puis de renaviguer sur ces bateaux incroyables. Voilà, ça va se faire progressivement. Donc au début, bien sûr, on va y aller par étapes avec des navigations en équipage. Et puis Même avant si de c'est retrouver... important, hein, c'était pas une erreur de pilotage, c'était une casse. Et ça, Tout à c'était fait. important aussi de le souligner parce que ça pas forcément tu as pu été être meurtri interprété. par Oui, aussi bien sûr. Moi, j'avais besoin aussi de comprendre si j'avais une part de responsabilité dans cet accident. C'est vrai qu'en ayant analysé tout ce qu'on a récupéré du bateau, notamment la boîte noire, et puis aussi moi en racontant ce que j'ai fait. J'avais suivi le plan de route. J'ai fait aucune erreur de mauvaise gestion du bateau, de prise de risque. Ça, c'est important pour la confiance. Et c'était important pour moi, dans la tête, de repartir dans ce projet-là, parce que. Mais par contre, Armelle, c'était aussi, tu as été carrément en danger dans la récupération, enfin dans ce moment-là, et c'était aussi une décision courageuse de repartir quand Banque Populaire s'est réengagée. C'était pas facile. Non, c'était pas facile. C'est vrai qu'il fallait prendre un peu de recul sur ce qui m'est arrivé. C'est un accident où j'aurais pu très bien, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Donc au final. Ça reste un accident, on fait un sport où effectivement il y a un risque qui existe, on le connaît. Là je me suis bien sorti, et c'est aussi pour cette raison-là aussi que on a su progresser, on a su comprendre ce qui s'est passé, et moi de repartir sur ces bateaux, c'est une vraie envie, c'est pas quelque chose de tête brûlée, c'est un choix réfléchi. C'est un choix réfléchi, et moi j'avais vraiment envie de retourner sur ces bateaux, de repartir à l'aventure, de retenter le challenge, parce que il y a des grandes courses qui s'annoncent, il y a des records à tenter. Moi, j'ai fait beaucoup de Figaro, on en a parlé, j'ai fait beaucoup d'IMOCA, 3 fois le Vendée Globe, et j'ai envie d'aller faire le tour de la planète avec ces bateaux-là. C'est géant des mers. C'est une autre forme de défi, comme tu l'as dit une fois. Oui, c'est le Vendée Globe puissance 10, mais on imagine que avec vos retours d'expérience, vous avez conçu un nouvel ultime, mais assez différent du précédent. Oui, c'est vrai que le bateau, alors de loin, ressemblera à un ultime. Il va faire 32 mètres de long par 23 mètres de large, donc ça va pas changer grand-chose. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, le bateau, il sera bien différent visuellement. C'est vrai qu'on a travaillé, bien sûr, sur ce qu'on a vécu, la casse du bras avant suite à un choc avec un ovni. Donc aujourd'hui, on a renforcé ce bras avant, on a rajouté une sorte de pare-choc pour déjà, en cas d'impact, d'avoir, on va dire, une première couche qui va un petit peu absorber le choc. Et puis derrière, on a aussi rajouté de la fibre optique dans l'ensemble du bateau, et notamment ce bras avant pour pouvoir détecter. C'est pour la détection des ovnis. D'un endroit qui pourrait être abîmé, qui pourrait de fragiliser, qui pourrait nous permettre de très vite mettre le bateau en sécurité, quitte à savoir retourner au port. Et puis derrière, bien sûr, on a travaillé sur la performance, parce que c'était un bateau nouveau, donc il a fallu aussi savoir évoluer par rapport au précédent. Ça évolue très vite. Donc ça évolue très vite. Les autres ont évolué aussi. Donc là aussi, comme sur les IMOCA, les ailes vont grandir. On aura des foils beaucoup plus grands, et puis on a travaillé beaucoup sur l'aéro, parce que ce sont des bateaux de plus en plus volants. Donc tout ce qui est au-dessus du pont est très important en termes de vitesse. Donc plus l'air va s'écouler rapidement, et plus le bateau ira vite. Donc c'est vrai que les bateaux auront un design assez sympathique. Et alors du coup, justement, tu parlais du programme, une mise à l'eau donc fin printemps. Il y aura des courses, des tours du monde. Est-ce qu'on peut imaginer un tour du monde en équipage dès la fin de l'année 2021, justement ? Alors nous, avec Banque Populaire, on a décidé de ne pas faire de tour du monde l'année prochaine. C'est vrai qu'on a une mise à l'eau qui sera prévue au printemps. Ce qu'on a vécu sur l'année 2018 a été très compliqué. C'est vrai qu'on a eu cette chance que Banque Populaire continue l'aventure et nous donne la confiance de reconstruire un trimaran. Donc d'un commun accord, on a décidé de rester prudent, de ne pas partir tout de suite sur un tour du monde. Donc on s'est engagé sur la Transat Jacques Vabre. On verra un petit peu ce que feront les autres ultimes.
Mais c'est vrai que pour nous, il fallait rester prudent dans ce côté-là. Il y aura le Rhum, certainement, où tu voudras conjurer le sort. Une course où la réussite t'a souvent fui, donc ce sera un objectif prioritaire, la Tout route à du fait. Rhum. Moi, l'objectif sportif, clairement, pour moi et le team, c'est la route du Rhum. C'est l'objectif de demain. Ce sera dans 2 ans, donc ça va venir vite. Donc on va avoir une première saison pour prendre en main le bateau, pour le fiabiliser, pour l'optimiser. Et puis derrière, il faudra prendre en main le bateau en solitaire, ce qui n'est pas non plus très simple. Et l'objectif de la route du Rhum, ce sera bien sûr très important. Après 2 participations compliquées pour 2 raisons différentes. Et puis derrière, j'espère en 2023, un tour du monde en solitaire. Donc ça, ce sera le Graal. Aller chercher. Donc il y a de beaux projets devant nous. Une belle histoire à écrire à nouveau. Une petite dernière question sur la classe ultime, peut-être fragilisée par le retrait du partenaire Massif. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'avenir de la classe ? Je crois qu'aujourd'hui, la classe... mots, parce que... Oui, c'est vrai, c'est un sujet un peu complexe, mais il faut qu'on continue à échanger entre nous. C'est vrai que les dernières semaines, derniers mois ont été difficiles, mais pour tout le monde, dans le monde de la course au large. Donc voilà, on espère qu'il y aura de belles courses devant nous. On a des beaux bateaux qui arrivent, en tout cas celui de François, le nôtre. On va suivre notamment les 2 bateaux qui vont faire le tour du monde en équipage sur le Jules Verne. Le Jules Verne cet hiver. Et puis aussi la bonne nouvelle, c'est que le Massif 1 a été racheté par Yves Le Blevec. Donc voilà, la classe évolue dans le bon sens, les bateaux progressent. Donc il y a encore de très belles perspectives. Exactement, de belles courses. Et un message positif donc pour terminer cette émission. Merci Armel, c'était un bonheur de t'avoir avec nous. Ça passe très vite. On était ravis de te recevoir. Nous, on se retrouve le 5 novembre. On dit merci à Tom et à Romain à la réalisation. Merci. Bye bye. Bye bye. Le salon du bateau d'occasion Le 1000 Sabords au Krusty vous a présenté le Café de la Marine. Azimut vous a présenté le Café de la Marine.